Mais du coup, c'était super chouette parce qu'en plus, il est né le matin à 6h42, qui était l'heure exacte à laquelle sonnait le réveil de mon mari. C'est vrai? Ouais, c'est assez drôle. Parce qu'il avait un vieux réveil dont les boutons étaient abîmés. Donc en fait, il ne pouvait plus trop régler. Donc c'était 6h42. Donc ça, c'était assez drôle. Et puis voilà, donc en fait, c'était marrant parce que le jour se levait aussi. On avait une super vue parce que la tour est très haute de la maternité. On était en hauteur et on avait la vue sur la mer en plus depuis cette chambre. Ouais. Et d'ailleurs, les lits, là, j'ai accouché de nuit, donc je ne voyais pas vraiment, mais le lit est situé vraiment face à cette fenêtre. Donc ça veut dire que quand on accouche la journée, on peut profiter de la vue, ce qui est plutôt chouette. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Élodie, bienvenue sur Casse & Pause. Tu es ma dernière invitée de la première saison. Je suis contente de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler de parentalité, de maternité aussi, mais de parentalité par rapport à ce que tu as vécu en Angleterre pendant 4 ans et puis ton retour après en France. D'abord, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Kérianne, merci beaucoup de me recevoir dans Casse & Pause. Aujourd'hui, écoute, ça va plutôt bien. Comme je te le disais avant, un petit stress là de faire cet enregistrement, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Oui. Alors, toi, Élodie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Alors, moi, je suis Élodie. J'ai 40 ans et des poussières. Et je suis maman de 2 enfants, dont mon premier qui est né en Angleterre. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, cette première grossesse que tu as vécue en Angleterre, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, des différences que tu as vues aussi. Et ça a changé un peu, tu me disais, ton rapport aussi à si tu avais eu ton premier enfant en France, puisque c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui est frappant en Angleterre quand tu tombes enceinte ? Qu'est-ce qui est différent par rapport à une grossesse en France ? Alors, peut-être ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que, contrairement à tes autres podcasts, moi, ça date un petit peu, cette première grossesse, puisque c'était il y a 10 ans, presque 11 ans même. Mais bon, c'est toujours aussi frais. Ça a été tellement marquant. À l'époque, moi, j'y ai vu beaucoup de différences. Je pense qu'aujourd'hui, elle serait un peu gommée. Enfin, je ne sais pas comment ça a évolué en Angleterre. Mais en Angleterre, à ce moment-là, donc ma première grossesse date de 2014, déjà, on avait un suivi exclusivement par des sages-femmes. Il y a vraiment une approche de la grossesse qui est beaucoup moins médicale, je trouve, qu'en France. On est vraiment dans cet esprit que c'est un état physiologique et que oui, on est suivi, je veux dire, pour cette grossesse, mais on n'est pas considéré... mais c'est un peu à l'extérieur du corps médical. Notamment, par exemple, on n'a peu ou pas d'examen gynécologique. En tout cas, si c'est pas nécessaire, on n'en a pas. Donc il y a ça, et puis donc sur le suivi de la grossesse, il y avait tout ça, puis il y a aussi sur la façon d'aborder la parentalité, où je trouve que c'est pas du tout la même chose. Déjà là-bas, le congé maternité est beaucoup plus long. C'est un congé de 6 mois. Alors, il est moins bien rémunéré qu'en France, mais je crois que c'était, à l'époque, en tout cas, c'était à peu près 50% du salaire, donc c'est pas énorme. Mais dans les faits, du coup, il y a quand même beaucoup de mamans qui prennent ce congé. Et donc, ça veut dire que même dans l'espace public, on voit beaucoup plus d'enfants, de bébés, de gens avec des poussettes. Et puis, il y a un peu ce sentiment de communauté aussi de mamans, parce qu'on peut aller au parc, on rencontre d'autres mamans. Il y a plein de choses qui se font aussi autour de ça. Je me rappelle par exemple que j'allais dans un groupe de jeux dans une église.
Enfin, un truc qui me paraît mais complètement fou et qui serait pas possible en France. Ouais. Et donc, c'est des mamans, en fait, qui avaient monté ça. Donc, on arrivait le matin. Alors, on payait, je sais plus, genre 1 pound, qui servait à renouveler le stock de jeux. Et puis, après, le prix, c'était pas... Enfin, je veux dire, une maman qui serait venue et qui n'aurait pas eu les moyens, elle aurait pu venir quand même. Hein. C'était vraiment... Et en fait, après, vraiment, on déménageait toute l'église. Enfin, quand on arrivait, l'église était déjà déménagée. Donc, en fait, on se servait des bancs pour faire des carrés avec des zones de jeu pour les enfants. Et les enfants faisaient du tricycle dans l'église. Enfin, c'était... moi, en tant que Française, ça me paraissait inconcevable. Et je trouvais ça génial, en fait. C'est génial. Et puis à la fin, on rangeait tout ça et on repartait et la vie reprenait son cours. Mais voilà, c'était des petites choses comme ça qui pour moi, étaient très, très différentes. Alors la grossesse, alors déjà la première chose qui m'a énormément déstabilisée quand je suis tombée enceinte, donc c'était une grossesse programmée, en tout cas on cherchait à avoir un bébé. Et du coup, quand j'ai eu les premiers symptômes, j'ai fait mon petit test en faisant pipi sur mon bâtonnet, comme tout le monde. Et là, je me suis dit, bon, super, je suis enceinte, ça a marché. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et là, donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Alors, en Angleterre, il faut savoir que alors, la situation médicale, c'est un petit peu compliqué. Il y a des gens qui ont du mal à trouver un cabinet qui les reçoive, tout ça. Donc déjà, quand on prend un rendez-vous chez le médecin, il faut que ce soit 10 minutes top chrono. Et si on estime que c'est plus long, il faut en prendre 2. Donc je me rappelle me dire, oh là là, mais est-ce qu'il faut que je prenne 1 ou 2 rendez-vous ? Bon, j'en ai pris 1. Et là, le médecin m'a dit, c'est super, vous êtes enceinte, ok, rapprochez-vous du Children's Center. Donc c'est un peu l'équivalent d'une PMI avec un peu plus de fonctions. Et puis voilà. J'étais là, d'accord, ok. Et en fait, il n'y a jamais, par exemple, de confirmation de la grossesse, le coup de la prise de sang. On ne fait pas. Ça fait pas, ils font pas ça là-bas. Voilà. Donc après, je suis allée voir où était ce Children's Center. Et il était dans un quartier... En fait, en Angleterre, on a moins ce côté... en tout cas, nous, dans la ville où on était, il y avait vraiment une mixité sociale dans les quartiers. Donc, en fait, on pouvait être dans un beau quartier et juste la rue d'après, être dans un quartier beaucoup moins favorisé. Et donc, quand je suis arrivée dans le Children's Center, effectivement, il était là où on en a le plus besoin. Maintenant, avec du recul, je me dis que c'est très bien. Mais vraiment avec des immeubles tagués. En plus, et je suis rentrée là et je leur ai dit, oui, je suis enceinte, est-ce que je peux refaire un test ? Et en fait, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi je voulais refaire un test. Si c'était bon, c'était bon, quoi. Voilà. Donc bon, ils ont fini par me programmer un rendez-vous avec une sage-femme. Et qui m'a dit exactement ce que tu me dis là. Non, si vous avez fait pipi sur le test et qu'il est positif, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, on n'a pas besoin de vérifier. Puis même si... déjà, ça n'arrive pas. Ça doit être extrêmement rare, les faux positifs. Puis elle me dit, puis même si vous êtes trompé, c'est pas grave, on s'en rendra compte, quoi. Donc voilà, et je me souviens plus très très bien du début, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de rendez-vous, en fait. Le premier devait être à 3 mois, quelque chose comme ça. C'est vraiment, ils sont vraiment relax là-bas à ce niveau-là. Et du coup, j'ai fait suivi avec les sages-femmes, donc pareil, j'étais déstabilisée à l'époque de voir qu'il n'y avait pas... Alors après, c'est peut-être aussi familial. Moi, ma mère, mes sœurs avaient toutes été suivies par un obstétricien. Là, on n'était pas du tout là-dedans. J'allais au rendez-vous dans le bureau de la sage-femme et on passait principalement le temps à discuter, en fait, de comment ça allait, un suivi vraiment sage-femme. Alors, elle prenait les mesures du ventre et en fait, si tout allait bien, c'était fini, quoi. J'avais même pas à me déshabiller ou quoi que ce soit. Donc, c'était un petit peu déstabilisant. Et puis, pareil, il n'y a pas de suivi du tout pour la toxoplasmose. Oui. Donc ça, c'était un truc que je trouvais complètement fou aussi. Donc, j'avais posé la question, mais moi, j'ai jamais eu la toxoplasmose. Je le savais. Donc, voilà, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse une prise de sang ? Et vraiment, ils ne voyaient pas pourquoi j'insistais. Donc, là-bas, ils le font, mais que pour les femmes qui travaillent dans des fermes ou des gens qui sont vraiment exposés. Et au final, elle m'avait quand même fait faire une prise de sang. Et je me rappelle avoir vu l'ordonnance, en fait, où la justification de cette prise de sang pour la toxo, c'était écrit « française ».
Je me souviens que tu m'en avais parlé avant et ça me fait toujours aussi. Et du coup, donc je l'ai fait une fois. Et après, j'ai jamais osé redemander. Je me suis juste dit, bon, on va croiser les doigts, on n'a pas de chat, je ne mange pas de viande crue, bon. On va faire confiance. Donc voilà, c'était des petites choses comme ça sur ce suivi. Après, moi, j'ai eu un accouchement donc à l'hôpital public. J'ai personne dans mon entourage qui a choisi autre chose. En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'on m'a proposé autre chose vraiment. Après, j'ai pas cherché non plus parce qu'on était dans le sud de l'Angleterre, à Brighton. Donc c'est un coin de l'Angleterre plutôt bien loti au niveau médical. Donc j'avais pas de raison de pas faire confiance à cette équipe-là. Et du coup, alors pareil, le gros changement, c'est le rapport avec la péridurale. Puisqu'en Angleterre, c'est absolument pas quelque chose de systématique. On ne voit pas d'anesthésiste avant son accouchement. On peut avoir une péridurale, on peut la demander, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est pas du tout pratiqué. On va plutôt nous encourager à avoir un accouchement sans. L'accouchement aussi, là pourtant, l'hôpital public, il y avait des baignoires équipées pour accoucher. Je sais plus, je crois qu'ils en avaient 3 ou 4 dans l'hôpital où j'étais, donc ce qui était pas mal. Ouais. Alors, en vrai, j'ai jamais vu parce que pareil, on ne visite pas l'endroit où on va accoucher, c'est la découverte. Et j'avais envisagé un accouchement dans mon plan d'accouchement. Là, j'avais dit que oui, je voulais aller dans l'eau parce que j'aime bien prendre des bains, c'est un truc qui me détend. Et au final, je l'ai pas senti sur le coup. Ils étaient en train de remplir la baignoire et je leur ai dit non, je veux pas y aller. Donc j'ai jamais vu comment c'était fait, mais je pense pas que ce soit des chambres individuelles. Je pense que c'est plus comme des grandes salles de bain. D'accord. Mais du coup voilà, on avait vraiment cet équipement, alors qui est un peu plus fréquent, je pense maintenant, mais à l'époque en tout cas. De ce que je connaissais de mes copines françaises, c'était pas aussi répandu. Et puis, il y a aussi l'accouchement à domicile est très répandu aussi et encadré depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose que les sages-femmes proposent. Mais bon, donc voilà, donc j'étais partie sur cette idée-là. En tout cas, j'avais pas cherché d'autres modes d'accouchement que celui-ci, aussi parce que je savais pas vraiment. Et puis, ce dont je t'ai pas parlé aussi, c'est que pendant ma grossesse, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement via le National Child Trust, qui est le NCT. Donc, en fait, c'est une association qui existe depuis très longtemps, je crois plus de 60 ans, il me semble. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est une vieille association et qui organise donc ces cours de préparation, donc moyennant finance, avec alors les personnes qui animent en fait ces groupes font pas partie du corps médical ou pas nécessairement. Ça se rapproche un peu d'une doula finalement parce qu'elles ont quand même une formation sur la physiologie de la naissance, mais voilà, elles n'ont pas de compétences médicales. Et puis elles organisent des groupes avec des parents, donc on est une dizaine de couples en général, et on va tous avoir notre premier enfant dans le même mois. Et puis, dans le même quartier, puisqu'il y en a beaucoup. À Brighton, il y en avait dans plusieurs quartiers. Donc, en général, voilà, c'est des gens d'à côté. Il existe aussi des groupes pour le deuxième enfant, un peu plus spécifiques. Mais là, en tout cas, voilà, c'était ça. Et avec, donc, c'est 10 séances. On fait en groupe 10 séances de 2 ou 3 heures. Donc, c'est quand même assez... c'est costaud, quand même. C'est costaud, ouais. Et puis, avec vraiment l'intention... réel de créer un lien en fait entre ces 10 couples et que les mamans puissent avoir un groupe de soutien pendant et après la grossesse. Et ça, c'était vraiment top parce que finalement, ces mamans-là avec qui j'avais pas forcément des choses en commun, le simple fait déjà d'avoir cet événement incroyable, d'avoir son premier bébé en commun, fait qu'on crée un lien tout de suite. Et je me rappelle que après les séances de préparation, on avait un rendez-vous fixe. Tous les jeudis, on allait au pub jusqu'à ce que la première accouche. Et on venait si on voulait. C'était vraiment... Donc voilà, ça crée ce petit lien-là. Et puis, pareil, après l'accouchement,
je sais que si la nuit, mon bébé était en train de téter, ou que je me sentais pas bien ou quoi, je pouvais envoyer un message sur ce groupe. Et puis, il y en avait forcément une autre qui était dans la même situation que moi ou qui pouvait répondre à mes messages tardifs. Donc ça, c'était très cool. C'est précieux, finalement, d'avoir ce groupe pendant, quoi, tu dirais une année que ça a duré Oui, oui, largement. Même plus que ça. Après, nous, on a quitté l'Angleterre. Donc alors, les liens, c'était un peu distendus. Ils se sont distendus quand on a repris le travail les unes après les autres. Mais on continuait quand même à faire des choses le dimanche. On a fêté l'anniversaire de nos enfants, les 1 an, tous ensemble. Et puis après, même quand on était partis, on a gardé un peu des liens. C'est chouette, quand même. Ouais, c'était très, très chouette. Et puis, il y a des gens qui gardent vraiment des liens à vie. Ma chef, à l'époque, elle voyait encore ses copines du NCT, alors que ses enfants avaient plus de la trentaine. Et ils se voyaient encore, je sais plus, c'était 1 fois par mois, où ils faisaient un repas. Voilà, elle avait gardé ce lien. Et il y a beaucoup de groupes qui gardent des liens. Après, voilà, ça dépend, j'imagine, mais c'était super. Et du coup, l'autre avantage, c'est que ça prépare quand même vraiment bien à l'accouchement, parce qu'on apprend plein de choses sur la physiologie de la grossesse. Oui. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée pendant mes accouchements, les deux. Oui. Parce que quand on sait ce qui se passe, on est en confiance, en fait. Donc on peut avancer son travail en fonction de ça. Alors après, je vais faire un petit message de prévention. Il y a eu pas mal de polémiques ces dernières années sur le NCT et les conseils qui étaient donnés. Enfin, j'ai pas tout suivi. Moi, de l'expérience que j'ai eue avec la formatrice qui s'appelait Sarah, tu vois, je me rappelle encore, elle a toujours été extrêmement claire sur le fait que elle n'était pas un professionnel médical, que ce qu'elle nous disait était de l'information, donc, j'ai pas du tout senti ni de pression à accoucher d'une façon ou d'une autre, pour moi, c'était vraiment une bonne expérience, et puis faite en toute honnêteté. Tu as accouché à quelle semaine? Tu te souviens à peu près? Alors, j'ai accouché le jour où j'étais due, quoi, en fait, à la due date. Okay. Donc, je crois que c'est moins de 4% des naissances. C'est fou, ouais. Et voilà, donc mon bébé avait lu le livre, je pense. En fait, c'est très drôle parce que j'ai aussi... je voulais être hyper préparée. Donc, j'ai aussi suivi les cours d'accouchement qui étaient prévus par la NHS, qui est l'équivalent de la sécurité sociale, où là, c'était juste 3 heures dans un groupe. Et je me rappelle que quand on avait fait ce petit groupe, la première question, elle nous demandait quel serait votre accouchement idéal. Et on devait le décrire, et puis après, elle partait de là pour construire son truc. Et je me rappelle avoir dit moi, je verrais bien à peu près 5 heures de travail. Et en fait, c'est au final, ce qui s'est passé, en tout cas, ce qui a été noté sur le petit compte-rendu d'accouchement. Parce que 5 heures de travail, c'est ce qui compte eux, mais après, il y a tout ce qui se passe avant. Voilà. Et donc cet accouchement a eu lieu le jour prévu. Donc dans de super conditions, parce que c'était une journée, je t'ai montré la photo tout à l'heure en arrivant, en fait, où j'ai justement fait un déjeuner avec mes copines du NCT. Parce que comme c'était moi la première du groupe à accoucher, normalement. Ouais. Et du coup, on avait fixé cette date en se disant... On se fera un déjeuner, et puis c'était une super journée, il fait beau, et je me rappelle que j'avais marché pour aller déjeuner avec elle, j'étais revenue en marchant, après j'étais fatiguée, donc j'avais fait une petite sieste, c'était vraiment des super conditions. Et le soir, ma poche des os s'est fendue. Du coup, on est parti à la maternité, alors on les a appelés, je crois, je ne me rappelle plus. Et quand on est arrivé là-bas, ils nous ont renvoyés chez nous, en fait, finalement, parce que la poche des os était juste fendue, il n'y avait pas de coloration inquiétante, et le protocole n'étant pas le même qu'en France, en fait, je suis rentrée à la maison et on avait programmé un déclenchement de l'accouchement. Alors, je crois que c'était plus qu'en France, parce que je crois que c'était 48 heures après. C'était 24 ou 48 heures, en tout cas, si d'ici là, ça ne s'était pas déclenché.
fallait que je revienne. Donc on est rentré à la maison. Et là, comme on était un peu excités, hein, forcément, on s'est dit bon, moi, j'arriverai pas à me coucher tout de suite. Il était, je sais plus quelle heure il était, mais ma poche des œufs a dû se fendre vers peut-être 20h, 20h30. Donc là, le temps d'aller à la maternité, de revenir, il devait être 23h, quelque chose comme ça. Je dis, on va se mettre un peu devant une série pour voir. Et là, en fait, c'était un peu la bonne idée, hein, parce que finalement, je me suis détendue. Et là, en fait, le travail a commencé. J'ai commencé à avoir des contractions. Et du coup, on est allé se coucher, hein, parce qu'elles n'étaient pas encore trop fortes. Donc, je savais qu'il fallait ménager ses forces. Donc, je suis allée me coucher. J'ai essayé de dormir comme je pouvais, mais les contractions se rapprochaient. Donc, on a rappelé la maternité, qui m'ont conseillé de prendre un bain. Donc, je l'ai fait. Les contractions restaient les mêmes. Donc, on les a rappelés. Ils ne voulaient pas trop qu'on vienne, mais mon mari, du coup, paniquait un peu en voyant que, enfin, quand même, c'était intense quand même. Ouais. Donc, il leur a dit, on vient. Alors, en plus, il faut savoir qu'on n'avait pas de voiture à cette époque-là. Vous preniez le tube ? Vous n'avez pas de tube, là, du coup, de prendre Non, alors un taxi, du coup. Et donc, c'est pareil. Moi, je voulais pas non plus me retrouver dans la situation où aucun taxi voudrait me prendre parce que... Alors, on était vraiment à 5 à 10 minutes en voiture de l'hôpital. Hein, donc, ça va, c'était pas trop long. Puis pareil, en tout cas, pour en avoir parlé avec mes copines, ça paraissait choquer personne. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de voiture, en fait, donc en pleine ville. Donc, on a appelé le taxi. Ah oui, le N-City nous avait conseillé, quand même, si on appelait un taxi, de le dire à la centrale, que c'était une femme qui allait accoucher, pour ne pas risquer d'avoir quelqu'un qui se pointe et puis qui nous dise « Non, je ne veux pas vous prendre ». Au moins, là, il venait en connaissance de cause. Et je me rappelle que j'avais amené un carré, les carrés absorbants, là, comme on a à l'hôpital. Et que j'ai dit au taxi, j'ai amené un carré absorbant. Et il m'avait dit, dis donc, vous êtes bien attentionné. Donc lui, ça ne lui faisait pas de problème, donc on y allait. Et en gros, quand je suis arrivée là-bas, donc la sage-femme, donc on arrive à l'endroit du triage. Hein, et en fait, elle m'a examinée, donc j'étais pas encore assez dilatée pour qu'elle me garde. Et donc, ils m'ont renvoyée dans la salle d'attente. Et là, en fait, c'était horrible parce que j'avais vraiment très, très mal. Je ne pouvais pas rester assise. Donc, je me rappelle, j'avais amené mon coussin d'allaitement là, qui était dans son emballage plastique. Donc, j'étais allongée par terre sur ce coussin dans sa protection parce que c'était crade, le sol. Et sur mon carré. Oui, sur ton carré aussi. Voilà, que tu as gardé. Tout à fait. Et en fait, c'était horrible, horrible, horrible. Et puis, je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas supporter ça. Et donc, au final, comme beaucoup de femmes, hein, au bout d'un moment, Arthur, mon mari, a insisté pour que je sois réexaminée. Donc, elle m'a dit, bon, je vous réexamine, hein, mais cette fois-ci, si vous n'êtes pas prête à aller en salle de travail, vous rentrez chez vous. Hein. Okay. D'accord. Donc, elle m'a examinée et je me rappelle qu'en fait, j'arrivais pas... je pouvais même pas écarter mes cuisses tellement j'étais crispée par la douleur. Donc, elle m'a donné un paracétamol. Magnifique. Mais elle voulait me donner un opiacé. Ah oui. Ouais. Et du coup, mon mari, avec qui j'avais fait les cours du N-City, tout ça, a dit non... on veut pas prendre ça. Et puis, heureusement, parce qu'en fait, quand elle m'a examinée, j'étais dilatée à 7 cm. Donc, je suis passée de 3 à 10 dans la salle d'attente, finalement, en très peu de temps. Et donc là, tout a changé. Hein, branle-bas de combat, on m'a mis dans un fauteuil et puis on m'a emmenée en salle d'accouchement. Enfin. Enfin. Et donc là, ça a changé du tout au tout. Donc, il y a eu ce début un petit peu stressant, puis avec beaucoup de douleur. Et puis après, quand j'étais en salle d'accouchement, là, c'était super parce que déjà, j'avais repris confiance parce que j'avais vraiment eu très mal. Oui. Mais en fait, c'était normal. C'est-à-dire que j'avais bien raison. En fait, ça avançait, c'était pas juste... Donc je savais que ça allait bien se passer. Je leur avais demandé de remplir la baignoire pour au final leur dire que non, je voulais pas y aller. Et puis dans la salle d'accouchement, on était vraiment... il y avait une sage-femme avec nous, mais qui était vraiment dans un rôle de veilleuse. D'accord. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que finalement,
elle est restée, donc on m'avait mis dans la pénombre, et on était vraiment tous les deux avec mon mari dans notre bulle. Et puis elle était assise sur une chaise un peu plus loin. Donc elle venait nous voir quand elle sentait qu'il y avait besoin, ou on pouvait l'appeler si on voulait. Mais en fait, ça nous a vraiment laissé tranquilles. Pas de péridurale, donc pas de perf. Il n'y a pas de monitoring non plus. J'avais dû le faire peut-être en arrivant, mais je ne me rappelle même pas vraiment. Ils ont dû écouter le cœur, mais c'était très rapide. En tout cas, il n'y a pas un moment où je me suis retrouvée... Avec le monito tout le temps. Ouais, non. Et du coup, je pouvais prendre la position que je voulais. Et donc là, en l'occurrence, j'étais toujours allongée sur le côté. J'ai lu après que, en fait, effectivement, ça appuyait sur je sais plus quel nerf, que c'était finalement... Et du coup, voilà, elle nous allait vraiment laisser... Alors, j'ai eu du gaz hilarant quand même. Oui, j'ai demandé, ouais. Ouais. Et puis, au moment... après, la sage-femme est venue au moment où elle sentait... Parce que, elles savent, les sages-femmes, elles reconnaissent au cri, C'est la fin, quoi. C'est elles savent quand venait... Puis elle venait quand même régulièrement, je veux dire, elle n'était pas... Puis pareil, c'était une position de veilleuse, mais attentive, c'est-à-dire qu'à aucun moment, elle était en train de faire autre chose, ou... En fait, elle était vraiment présente tout en nous laissant. Ça, c'était vraiment très, très appréciable. Et donc, au final, je me rappelle, elle m'a dit, par contre, il y a un moment où il va falloir quand même vous retourner pour que je regarde où ça en est, quoi. Ouais. Et puis, finalement, l'accouchement, au moment où mon petit est sorti, elle était là avec nous pour accompagner ce moment-là. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors, j'ai eu une espèce d'expérience transcendantale, si je peux dire. C'est vrai que j'étais au moment où mon fils est sorti, j'avais vraiment l'impression d'entendre comme le bip-bip, tu sais, des moniteurs cardiaques à l'hôpital. Et en fait, comme si j'entendais le mien et le sien. Et que d'un seul coup, le mien devenait de plus en plus faible et le sien prenait toute la place, quoi. Et ça, c'était vraiment hyper intense. Ouais. Et donc, je me rappelle à un moment donné avoir senti que c'était bon. Et je l'ai dit à la sage-femme et mon mari, parce qu'ils m'ont dit... en gros, elle est en train de me dire un truc du genre... allez, encore un effort. Et je lui ai dit, oui, c'est bon, je sais. C'est fait. Et là, ils se sont regardés. Mon mari m'a reparlé après. On s'est regardés, on s'est dit que t'avais pété un câble. Mais en fait, je pense que c'était vraiment quand il s'est engagé dans le canal. Et en fait, je savais que c'était quasiment fini, quoi. Mais j'avais vraiment... ce pressentiment juste avant, quoi. Je pense que vraiment, j'avais les sensations... j'étais vraiment connectée à cette naissance. Alors, je pensais en anglais, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là. En plus, c'est marrant parce que, même si on était en Angleterre, on parlait beaucoup plus français à la maison, tout ça. Et je me rappelle que quand... donc, mon petit garçon s'appelle Théodore, quand il est sorti et la première fois que je l'ai vu et qu'on me l'a mis sur moi, en fait, je me suis dit « We are gonna be fine ». C'était vraiment ça. « Ah, ça va aller ». Je sais pas, quand on parle des fois de cet instinct maternel qui nous tombe dessus et qui est un truc, une légende urbaine, parce que je veux dire, il y a des femmes pour qui ça va être le cas, d'autres pour qui ça l'est pas, et il n'y a aucun souci avec ça. Et moi, c'est pas quelque chose auquel je m'accrochais ou que j'espérais, mais en fait, j'ai vraiment eu ce côté où je me suis dit, ah, c'est bon, en fait, il y aura pas de problème, en fait, c'est comme si on avait connecté tout de suite, quoi. Et voilà, donc du coup, il y a eu... donc cette naissance a eu lieu là. Je me rappelle que c'était la fin de son service. Elle s'appelait Lucie, ma sage-femme. Donc c'était la fin de son service. Donc elle s'excusait en nous disant qu'elle allait devoir s'en aller, que quelqu'un allait reprendre le relais. Okay. Et donc c'est une autre sage-femme qui est venue pour la délivrance du placenta. Mais du coup, c'était super chouette parce qu'en plus, il est né le matin à 6h42. Qui était l'heure exacte à laquelle sonnait le réveil de mon mari. C'est vrai? Ouais, c'est assez drôle. Parce qu'il avait un vieux réveil dont les boutons étaient abîmés. Donc en fait, il ne pouvait plus trop régler. Donc c'était 6h42. Donc ça, c'était assez drôle.
Et puis voilà, donc en fait c'était marrant parce que le jour se levait aussi. On avait une super vue parce que la tour est très haute de la maternité. On était en hauteur et on avait la vue sur la mer en plus depuis cette chambre. Ouais. Et d'ailleurs les lits, là j'ai accouché de nuit donc je voyais pas vraiment, mais le lit est situé vraiment face à cette fenêtre, donc ça veut dire que quand on accouche la journée, on peut profiter de la vue, ce qui est plutôt chouette. Pour un hôpital qui n'était pas ni très joli, ni en très bon état, hein, mais en tout cas, voilà, il y avait ce cadre quand même sympa. Et voilà, et puis pareil, donc à cette époque-là, en tout cas, voilà, on m'a mis tout de suite mon bébé dessus. On ne le prend pas pour faire des soins. C'est vraiment un protocole qui était très différent de ce qui était pratiqué, en tout cas à l'époque en France. Vers quoi on tend un peu plus. Et donc voilà, pareil, on ne coupait pas le cordon tout de suite. Tout ça, c'était déjà des choses actées. Alors pas par bonté d'âme forcément, mais parce qu'en fait la NHS s'est rendu compte depuis très longtemps que ça coûte beaucoup moins cher, des accouchements physiologiques suivis par des sages-femmes. Et par contre, je ne sais pas comment ils géraient ce côté-là, d'avoir une sage-femme dédiée. Moi, je trouve ça phénoménal d'avoir ça. Moi aussi, ouais. Après coup, voilà, parce qu'elle n'a jamais fait des allers-retours, elle est vraiment restée avec nous tout le temps, quoi. Alors après, c'est peut-être parce que j'étais bien avancée aussi. Oui. Je ne sais pas, mais bon, pareil, je n'ai pas eu de retour d'expérience de mes autres copines de ça. Voilà, en tout cas, c'était aussi comme ça pour elles. Donc voilà, et puis après ça, voilà, on est resté en salle d'accouchement. C'est pas vraiment. Je dis salle d'accouchement, mais en fait c'est comme une chambre, mais dédiée avec un peu de matériel médical, mais pas tant que ça. Donc on y restait un long moment parce que je crois qu'ils étaient assez chargés. Donc moi ça m'allait très bien. Et après, du coup, quand on m'a repassé en chambre, alors il faut savoir qu'en Angleterre il n'y a pas, en tout cas, la norme, c'est d'aller en chambre commune. C'est assez particulier. Normalement, on reste très peu de temps. Mais là, comme ils ont mis du temps en fait, à nous repasser en chambre et qu'ils étaient chargés, j'avais pas eu le temps de voir de médecin. Donc, en fait, j'ai dû passer une nuit alors que j'aurais pu partir en fin de journée, normalement. C'est fou, hein, aussi. Ouais. Ah non, mais c'est... Et donc, bref, j'ai dû passer cette nuit avec mes 3 autres personnes dans la chambre, ce qui est quand même particulier. On n'est que avec des mamans qui viennent d'accoucher. Hein. On n'est pas dans l'hôpital avec un mec qui a une jambe cassée. Donc, on a nos 4 lits. Alors, on a un petit rideau quand même autour. Mais bon, c'est un peu... Voilà, donc il y avait des choses un peu particulières. Et pareil, il y a un côté aussi où... il n'y a pas de table allongée, par exemple, dans la chambre. Et les mamans, là-bas, elles prennent leur bébé et elles le changent sur le lit. Alors, il y avait une petite salle à côté avec des sièges d'allaitement, une table allongée. Donc, moi, j'allais là pour le changer. Mais j'étais un peu la seule. Et après, je voyais les autres mamans, elles faisaient ça. Donc, c'est super différent de la France de ce point de vue-là. Et puis là, alors pareil, alors là, c'était un peu compliqué ce moment-là, parce que finalement, il y avait plein de gens qui passaient, mais je n'arrivais pas bien à comprendre qui c'était. Si c'était des puéricultrices, des sages-femmes, des médecins, Et en fait, au début, personne ne venait vraiment me voir, quoi, donc on m'a un peu mis là. Et à un moment donné, quand enfin mon bébé dormait, donc j'essayais de me dépatouiller avec l'allaitement comme je pouvais. Et quand il dormait, à un moment donné, je me suis dit, allez, il faut que je me repose. Et là, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, ça va, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Non, pas vraiment, mais en même temps, chez ce bébé, donc je ne sais pas quoi faire. Tu vois, il était dans son petit berceau, mais bon, donc tu as à la fois 1 millier de questions, mais en même temps, pas de questions particulières. Et donc, elle est repartie. Et après, j'avais vu plus tard dans le dossier, et ça m'avait énervée, qu'ils avaient écrit que j'avais refusé l'aide. Mais en fait, non, j'avais pas refusé l'aide. J'avais dit, il dort enfin, donc je vais en profiter pour me reposer. Et pour moi, c'était, est-ce qu'on peut faire ça plus tard, quoi. C'est ça. Et en fait, peut-être incompréhension de la langue. Culturellement, peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Oui, voilà. Bon, peu importe, où ils étaient débordés, et puis ça les arrangeait bien. C'est ça aussi. Bref, après, c'est pas très grave, parce que j'avais pas non plus...
on a ce bébé dont on ne sait pas trop quoi faire, mais en même temps, je ne me sentais pas complètement démunie. Moi, je viens d'une grande famille, j'ai toujours eu des neveux, des nièces, des enfants autour de moi, donc je n'étais pas complètement à la ramasse. Mais bon, donc j'ai passé cette nuit comme j'ai pu, un peu. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il y a une sage-femme ou infirmière ou je ne sais quoi, une personne voilà, qui est venue dans la nuit. Elle nous demandait... comment ça allait. Et à un moment donné, je ne sais plus pourquoi... Ah oui, en fait, c'est ça. C'est que j'avais mon bébé et il ne dormait pas. Donc, j'essayais de l'allaiter, mais il ne s'endormait pas vraiment. Ou alors, il avait l'air repu. Puis après, je le posais, il se réveillait. Et donc, j'ai appelé pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer à lui donner le sein ? On est perdu. Et là, elle m'a dit, vous voulez que je le prenne ? J'étais là, je sais pas... alors après, j'avais dit oui. Et en fait, elle l'a emmené. Et je savais pas où elle l'avait emmené. Et après, moi, j'arrivais pas à dormir parce que je disais non, en fait, j'ai pas envie de laisser mon bébé. Puis en fait, c'est hyper gênant parce que dès qu'ils font du bruit ou qu'on fait du bruit, on réveille les autres. Du coup, je savais vraiment pas quoi faire, quoi. Et je me rappelle qu'après, je suis allée errer dans les couloirs pour la retrouver et dire ah non, en fait, je voudrais la récupérer. Rendez-moi mon bébé. Rendez-moi mon bébé. Et je me rappelle encore de cette image parce que du coup, elle est juste foutue dans le couloir. Il y en avait plein d'autres. Donc, dans leur petit berceau. Et ils font beaucoup l'emmaillotage là-bas. Ouais. Donc elle l'avait tout emmailloté dans sa petite couverture violette, je me rappelle, et il me regardait avec sa petite bouche qui faisait sur le truc de tété. Là. Ouais. Et du coup, je l'avais juste récupéré. Et puis après, je m'étais dit, tant pis. Donc je l'avais gardé avec moi. Donc voilà, c'était un peu particulier. Et voilà. Et puis le lendemain matin, donc ma mère et ma sœur étaient là. Ok. Parce qu'on avait essayé de viser une fenêtre pour mon accouchement. Parce qu'il fallait prendre des billets d'avion. Voilà. Et du coup, moi, j'étais persuadée que j'allais accoucher en avance. Je sais pas pourquoi. Tout le monde avait fait ça dans ma famille. Et donc, on avait prévu cette semaine-là pour qu'elle vienne en se disant, voilà... Et du coup, ça avait été pas mal de stress avant, parce que je m'étais dit, oh là là, mais si j'ai pas accouché, après elles verront pas mon bébé, elles pourront pas revenir. Et en fait, tu vois, tout s'est bien passé au final. Et puis, on en avait reparlé avec ma mère et ma sœur qui m'avaient dit, mais écoute, c'est pas grave, au moins t'auras vu, on aura vu la fin de ta grossesse. Il n'y a pas de stress à avoir de ce côté-là, quoi. Mais moi, ça m'avait mis en fait, elle m'avait pas mis de pression, elle, mais je me la mettais toute seule, quoi. En même temps, c'est une période assez particulière aussi, la grossesse. Donc, avec hormonalement, c'est pas évident de tout gérer en plus la fin de grossesse. C'est ça. Mais donc au final, elles sont arrivées dans la nuit après cette nuit que je passais à l'hôpital. Donc voilà. Donc en fait, le lendemain matin, ils m'ont fait la surprise de venir me chercher. Alors normalement, il n'y avait pas de droit aux visites le matin, mais elles sont venues quand même. Elles sont venues quand même. Elles étaient françaises. Exactement. En fait, des fois, on peut se servir un peu de ça. Et puis voilà, donc ça, c'était très chouette d'avoir ce moment-là. Et puis moi, j'avais qu'une envie, en fait, c'était de partir d'ici, quoi, de rentrer chez moi. Donc il y avait une visite quand même avec le pédiatre, tout ça. Mais bon, c'était assez... voilà, c'est passé assez vite, finalement. Et puis enfin, j'ai été déchargée, j'ai pu rentrer à la maison. Quel bonheur. Et en fait... il y avait déjà ce dispositif aussi des sages-femmes qui venaient à la maison. C'est compris dans le suivi. Donc, je savais qu'elles allaient venir dans les jours qui suivaient. Donc, c'est pour ça que j'avais juste envie de rentrer. Et je savais que j'aurais des personnes à qui poser des questions. Du relais, tout ça. Exactement. Ouais. Et puis, donc voilà, donc je suis rentrée. Et là, après, ça s'est beaucoup mieux passé. Alors, on a eu... au début, donc ma sœur avait allaité ses enfants, donc elle a pu aussi vachement me donner de conseils, mais ça démarrait pas super bien parce que, alors en plus Théodore avait un frein de langue, donc en fait ils ont attendu de voir si ça posait problème ou pas avant de le couper. Finalement, on a réussi à faire un allaitement sans le couper, donc c'est très bien comme ça. Et puis, il prenait pas beaucoup de poids au début, donc on faisait... il nous avait recommandé de faire un petit... ils appelaient ça un top-up, un petit complément avec du lait, des préparations de lait en poudre pour être sûr, en fait, qu'ils prennent quelque chose en plus de l'allaitement.
Donc voilà, un petit peu compliqué au début, mais bon, ça a fini par démarrer. Et puis voilà, et le suivi sage-femme, je me rappelle plus très bien, mais c'était pendant combien de temps elles venaient. Mais elles étaient toujours très aidantes, parce que je me rappelle qu'au début, on avait... ma mère et ma sœur, elles n'étaient pas restées très longtemps, donc elles étaient déjà reparties au moment où on a commencé à faire ces petits top-up, justement. Parce qu'après, je me rappelle qu'on était passé en mode robot avec mon mari, parce que du coup, on contrôlait ce qu'il mangeait, à quelle heure... Et ça a dû durer une journée ou deux, pas plus, mais ça nous a paru long. Et en fait, quand elles étaient revenues, elles nous avaient dit « Non, mais c'est bon, maintenant il a pris du poids. Enfin, sortez de chez vous, allez faire un tour. » Et donc, on avait fait ça, je me rappelle de cette première sortie, et où on n'avait plus l'inquiétude, en fait, est-ce qu'il va reprendre suffisamment de poids Voilà. Et puis bon, après ça, c'est allé. Et je me rappelle aussi que je devais normalement avoir mon dernier rendez-vous sage-femme. Je crois que c'était les premiers jours, elle devait venir tous les jours, et puis ça devait s'espacer Pendant 2 semaines à peu près. Je me rappelle plus, mais ça devait être ça. En tout cas, pas plus de 2 semaines. Hein. C'est déjà chouette, hein, déjà tous les jours. Ouais, bah ça devait être tous les jours au tout début. Puis en plus, nous, comme je te dis, comme mon bébé prenait pas bien du poids, peut-être qu'elle venait plus souvent. Mais et après, je me rappelle que je devais avoir mon dernier rendez-vous pour qu'elle me décharge. Et il y avait une grève des sages-femmes à cette époque-là. Okay. Et du coup, c'était les sages-femmes de suivi qui faisaient grève. Et du coup, elle m'avait dit oh non, En fait, déjà, je me rappelle que normalement, elle voulait me décharger, et que j'aurais dit « Ah non, c'est pas possible. » Continue à venir me voir. Je me sens pas, non, je suis pas rassurée. Donc, elle m'avait refixé ce dernier rendez-vous. Okay. Et en fait, comme il y a eu la grève, on m'en a proposé un qui était super loin de chez moi. Donc, j'avais dit non, en fait, je peux pas, fallait que je prenne des bus et tout avec mon bébé là. Parce que voilà, on sort tout de suite, donc ça veut dire qu'on a vraiment un tout petit bébé de quelques jours. Et donc, au final, quand ce rendez-vous a été décalé, je me rappelle que quand j'y suis allée, au final, j'ai dit... En fait, ça sert à rien. En fait, finalement, elles avaient vraiment raison. Elles auraient vraiment pu me décharger au moment où elles l'ont fait, parce qu'à ce rendez-vous-là, en gros, c'était bon, non, tout va bien, c'est bon, on est sûr. Parfois, on a besoin de ça aussi, d'être sûr, de se rassurer. Ouais. Je crois que j'ai déjà dit sur le podcast, mais c'est vrai que le premier enfant, c'est quand même une sacrée aventure. Clairement. Et puis, tout est une aventure. Je me rappelle de la première fois que j'ai repris le bus. C'est plus du tout la même chose. Donc, le moindre truc, tes premières courses, tout redevient une aventure. Et une première fois, c'est fabuleux. Et pour toi, Elodie, comment ça a été la différence entre ton premier et ton deuxième enfant, puisque ton deuxième fils, tu l'as eu en France. Oui. En Ille-et-Vilaine, je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Comment ça a été pour toi ? Quelles sont les différences ? Alors, ce qui est très rigolo, c'est que je t'ai dit à quel point j'avais été déstabilisée par ce suivi de grossesse en Angleterre. Oui. Et sauf que quand j'ai eu ma deuxième grossesse, en fait, c'est exactement le suivi que j'ai recherché. C'est-à-dire que ce côté suivi sage-femme, c'est un truc que je voulais retrouver. Ne pas rester à la maternité, rentrer chez moi tout de suite, c'était vraiment important pour moi. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand on est arrivé à Rennes, donc ma deuxième grossesse, c'était en 2017, la filière parenthèse venait d'ouvrir à la sagesse, merci. Et du coup, ça m'a tout de suite séduite. Je me suis tout de suite inscrite pour faire partie du programme. D'autant plus que comme j'avais eu une grossesse très facile et un accouchement aussi qui s'était bien passé, je savais que je pouvais être une bonne candidate. En Angleterre, ils m'avaient dit que j'étais une très bonne candidate pour un accouchement à domicile, si j'avais un second enfant. Donc en fait, j'ai vraiment recherché ça. Et puis je l'ai trouvé, parce qu'on était vraiment dans cette même idée, avec ce suivi juste par des sages-femmes, très peu d'examens médicaux s'ils n'étaient pas nécessaires, parce que parfois ils le sont et c'est important qu'ils le soient. Et puis un accouchement, rentrer à la maison aussi tout de suite après, c'était important. Moi, j'avais jamais laissé mon premier qui avait 3 ans à ce moment-là, je l'avais jamais laissé une nuit seule. Donc, j'avais pas très envie que ce soit associé à ça. En tout cas, une nuit, ça va, mais j'avais pas envie de rester 5 jours à l'hôpital. Et du coup, ça s'est plutôt très bien passé parce que je suis passée
par cette filière. Puis voilà, on avait le suivi à domicile aussi. Le Prado Alors, il n'y avait pas le Prado à l'époque encore, D'accord. il n'y avait que des régions test en 2017, il me semble. Mais du coup, les sages-femmes de parenthèse font en fait... font ça, alors pas très longtemps, elles doivent faire 2 ou 3 visites, mais comme on sort en fait tout de suite, c'est si on sort tout de suite, parce qu'on a la possibilité de sortir 5 heures après l'accouchement, il me semble, et sinon de rester à la sagesse en maternité. Mais si on sort tout de suite, elles viennent faire le suivi à la maison. Et toi, tu es restée tout de suite? Je suis partie tout de suite, ouais. Alors, en fait, dans les faits, j'ai passé une nuit parce que j'ai accouché dans la soirée, donc j'ai accouché à 19h40, un truc comme ça. Et du coup, je sais plus, le pédiatre était pas là, donc elles m'ont demandé si j'envisageais de passer une nuit et puis rentrer à 2h du matin. Enfin, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc on a passé la nuit et puis on est sorti le lendemain matin. Donc voilà, ça allait, je pouvais me séparer de mon premier suffisamment longtemps. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme différence Alors, un truc qui m'a beaucoup interpellée, mais après, c'est peut-être personne dépendante, c'est qu'au tout début de ma grossesse, c'était donc ma médecin généraliste qui me suivait avant que je rentre dans le parcours de la sagesse. Et je me rappelle qu'on a fait... il y avait cette question de est-ce qu'on fait les tests pour la trisomie 21 Et en fait, je me rappelle qu'elle m'avait dit... je lui avais dit, oui, de toute façon, la première étape, c'est une prise de sang, et puis on peut voir si on est à risque ou pas. Je lui ai dit, de toute façon, la prise de sang, c'est pas coûteux, donc oui, je vais faire la prise de sang, puis on verra bien. Elle m'avait dit, non, en fait, si vous êtes dans ce processus, après, s'il y a un risque, il faut que vous alliez jusqu'au bout. Et je me suis rappelé que j'avais eu le discours, mais totalement inverse en Angleterre, où quand on m'avait fait ça, en fait, on m'avait dit, vous pouvez faire la prise de sang, et puis après, en fonction des résultats, on pourra rediscuter de l'étape après. Et là, en fait, mais bon, c'est peut-être très personne dépendante. Mais il y avait vraiment ce côté, fallait rentrer dans un espèce de parcours que j'ai beaucoup moins senti en Angleterre. Les différences que j'ai vues, c'est aussi, comme je te disais, même après cette grossesse, dans la façon d'élever les enfants, là, je te le disais un petit peu en introduction, moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus présent, ces petits, sur l'espace public. Et puis, ce côté, il y a plein de choses, en fait, qui sont organisées pour les jeunes mamans, parce que de fait, il y en a plus. Et puis, les frais de garde sont extrêmement chers aussi en Angleterre, donc c'est pas hyper courant. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas reprendre le travail après. Donc, l'effet, c'est qu'il y a beaucoup de mamans au foyer, donc il y a un peu plus de choses mises en place. Du coup, on avait vraiment beaucoup ce groupe... j'avais ce groupe de mamans du NCT avec qui on faisait des sorties, donc on allait boire des cafés. Donc, il y a des cafés qui... Vraiment, en fait, l'information se repasse de quel café est sympa, où on peut rester, où on peut allaiter, rester tout l'après-midi. Et du coup, il y avait plein d'adresses chouettes comme ça. On pouvait aller au cinéma aussi. Il y avait un cinéma qui organisait des séances jeunes mamans. Trop bien. Alors, donc, il laissait un peu de lumière. Le son était baissé pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Et on pouvait venir avec son bébé. Et regarder un film en allaitant. Donc, il y en avait qui changeaient leur bébé sur les sièges, toutes les poussettes calées dans les allées. Ça, c'est des trucs qui me paraissent inconcevables. Et ça existe pourtant. Ça existe. À l'Arvor, ok. Il y a une association à Guichin aussi, donc ils font ça, mais c'est très récent. Ouais. Voilà, là, c'est quand même il y a 10 ans, quoi. Ouais. Bientôt 11 ans. Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai que ça arrive et c'est très bien, ce genre de truc. Ça donne l'impression de reprendre un peu une vie, quoi. Ouais. Ce qui était super important aussi, c'est qu'en ayant cette première grossesse en Angleterre, je me suis rendu compte que plein de choses que je considérais comme une norme, de comment devait se passer une grossesse, de comment on devait élever son enfant, de qu'est-ce qu'on devait faire avec lui. Et en fait, c'était très culturel et ça m'a vraiment mise en confiance pour ma seconde grossesse, où alors là, j'étais vraiment... je me fiais vraiment à mon instinct. J'ai écouté aussi ton podcast sur les injonctions diverses et variées. Du coup, cette expérience m'a beaucoup aidée aussi à prendre de la distance par rapport à ça, parce que, en fait,
ces injonctions, on se rend compte, même pour la question du sommeil, par exemple. En Angleterre, on n'avait pas du tout ce côté de tous ces bébés qui dorment bien, où il faut tout de suite les caler à un rythme qui sont des choses qui circulent, mais pas du tout. Alors, là-bas, l'éducation des enfants, elle est beaucoup plus... on les laisse beaucoup plus expérimenter, pareil. Les enfants courent dans les parcs, ils sont à quatre pattes, on les laisse attraper des choses, toucher. Ils sont... on leur met des vêtements très confortables, on est beaucoup moins sur l'apparence, déjà de façon générale, dans la culture anglaise, on est beaucoup... il y a beaucoup moins de complexes, on va dire. C'est vrai. Et il y avait ça aussi sur les enfants. Alors, avec ses limites aussi, c'est-à-dire que... je sais que le matin, nous, quand on partait au travail, par exemple, on voyait beaucoup d'enfants, des fois, qui n'avaient pas de veste. Et là, les parents, ils vont plutôt lui dire « Quoi, tu veux pas mettre ta veste ?» tu vas avoir froid, tu vas avoir un rhume, et puis la prochaine fois, tu la mettras, quoi. Et pas être dans ce côté... Faut que tu mettes ouais, exactement. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée, parce que, donc sur le sommeil, il y avait et puis, ce que je t'ai pas dit aussi, on en avait déjà parlé par ailleurs, mais c'est qu'en Angleterre, on a aussi des visiteurs médicaux qui nous suivent... un petit peu avant l'accouchement et puis après. Donc, c'est des infirmières qui ont passé un diplôme spécifique et qui vont être là pour coordonner en fait les soins de l'enfant s'il y en a plus tard dans sa vie. Donc, c'est eux qui nous remettent le carnet de santé, par exemple. Et ils vont aussi faire une visite prénatale pour voir dans quel environnement cet enfant va arriver. Et si il y a des choses qui peuvent mettre en place s'ils voient des problématiques déjà émerger. C'est un rendez-vous aussi qui peut être fait avec un interprète, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit un membre de la famille qui soit là pour interpréter si la maman n'est pas anglophone, parce que c'est aussi un moment où on nous pose des questions sur est-ce qu'on a peur de violences intrafamiliales, est-ce qu'il y a des problèmes d'alcoolisme, donc c'est vraiment de la prévention. C'est hyper important. C'est hyper important. Je ne sais pas à quel point c'est un dispositif efficace ou pas, parce que nous, on n'avait pas de problématique particulière, mais en tout cas, j'ai une de mes copines du NCT qui avait perdu sa maman très jeune, elle avait été élevée par son papa, et du coup, je sais que quand elle en avait parlé à son premier entretien de grossesse, elle avait une aide psychologique, donc elle n'en avait pas besoin, donc elle avait trouvé ça bizarre qu'on lui recommande, en tout cas. Mais je trouve qu'en termes de prévention, c'était pas mal. Et donc, moi, il se trouve que c'était un homme, le mien, c'est assez rare. Mais il m'avait beaucoup encouragée au début à sortir de chez moi. Parce que moi, le truc, c'est que je m'étais aussi préparée, parce que c'était une grossesse, j'étais loin de tout, donc je savais que j'allais être seule, en fait, au quotidien, que je pouvais pas appeler ma mère ou ma sœur, ou en tout cas... elle ne pouvait pas venir me relayer au pied levé. Donc, je m'étais bien préparée. Puis, j'essayais aussi de bien garder mon énergie. Donc, je me rappelle, j'avais mon système de 1 jour sur 2. Si je faisais une grosse sortie un jour, le lendemain, je faisais une journée pyjama. Et du coup, lui m'a encouragée à sortir et surtout à aller à un groupe bilingue. Et on allait... et en fait, j'allais dans un groupe de jeux le matin avec plein de mamans de plein de cultures différentes. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est une ouverture où je me retrouvais des fois le midi, ça devait être de 10h à midi, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait plein de mamans qui donnaient à manger à leurs enfants après dans la salle des poussettes avant de repartir chez elles. Et du coup, des Indiennes qui leur donnaient des trucs hyper épicés, des trucs que j'aurais jamais pensé, moi, à donner. Alors, à des enfants plus grands que le mien. Moi, j'avais un bébé, mais il y avait des enfants plus grands. Mais des petites choses comme ça où, pareil, on se rend compte que oui, en fait, on est très formaté dans un schéma et que finalement, c'est pas important. Le sommeil, pareil, c'était vraiment pas une... Moi, j'ai eu beaucoup de copines asiatiques aussi où pour elles, il n'y avait même pas de questionnement sur le cododo. C'était un truc complètement normal, y compris pour leur conjoint, de dormir avec son bébé. Donc, c'est vrai que ça ouvre vraiment l'esprit et puis on se dit, chacun fait comme... il peut et comme il veut. Ouais. Ça, je pense que ça t'a aidé aussi dans ta parentalité, c'est ça, ça t'a complètement. Ça a vraiment ouvert le champ des possibles.
Et aussi pour ton deuxième, au final, ça t'a gardé un peu cet esprit-là. Quoi. Oui, complètement. Moi, mon deuxième, j'étais en pleine confiance. En fait, j'ai vraiment capitalisé sur tout ce que j'avais appris pour le premier. L'allaitement, je savais qu'au début, il fallait y aller et que c'était open bar. Donc, sa courbe de poids, elle avait fait un bond parce que je ne voulais pas recommencer comme la première fois. Pas de top-up. Pas de top-up, exactement. Il y avait plein de choses, la diversification. En Angleterre, on faisait déjà beaucoup la diversification menée par l'enfant, c'était la norme, ce qui est logique puisque l'allaitement est la norme en fait, on encourage ça. Donc on faisait ça, donc là j'ai refait ça en France et je me rappelle avoir dit à mon médecin à l'époque, il m'avait dit, quand j'avais vu faire la visite, je sais plus si c'était du 4e ou 6e mois, parce que ça change tout le temps, le moment de la diversification, je me rappelle plus ce que c'était à l'époque, et en fait j'en avais rien à faire, parce que moi je lui ai dit, en fait je vais faire de la diversification menée par l'enfant, et je lui ai dit, en fait je vais attendre qu'il ait bien acquis la coordination œil, main, bouche, parce que c'est ce qu'on nous dit en Angleterre, si l'enfant il est capable de saisir, de porter à sa bouche, c'est qu'en fait au niveau déglutition, normalement tout est en place, c'est un des signes. Et donc je lui avais dit ça, et il m'avait dit, c'est la première fois qu'on me sort un argument aussi carré, parce que lui il s'en fichait que je fasse DME ou autre chose. Voilà, il avait pas de... Mais il m'avait dit, quand c'est argumenté comme ça, oui en fait, mais parce que voilà, il y a de la logique, il y a de la science derrière. J'avais fait une formation en Angleterre là-dessus, où j'avais pu aller avec mon bébé aussi. Donc voilà. Ouais. Je sens aussi, il y a une ouverture aussi d'esprit et des choses aussi, culturellement, c'est pas pareil. Donc d'ailleurs, c'est une question que tu voulais aborder, en fait, sur un des messages à transmettre pour ce podcast, pour les personnes qui nous écoutent. Oui, complètement, qu'il faut pas... En fait, il faut pas s'arrêter à faire les choses comme on pense qu'elles doivent être faites, ou en fait... moi, la phrase, par exemple, on a toujours fait comme ça, donc je le questionne pas. Pour moi, c'est une absurdité. Il y a des choses je vais pas tout remettre en cause tout le temps, mais je vais toujours chercher l'explication derrière, et si elle me paraît cohérente, ok, je peux faire les choses comme ça, mais si elle ne l'est pas, en fait, on peut tout à fait essayer autre chose. Et tu vois, sur le sommeil, c'est pareil. Qui a décrété qu'un bébé devait dormir seul dans sa chambre ou être réglé? Il n'y a pas vraiment d'explication scientifique. Par contre, il y a des preuves scientifiques qui montrent que pour apprendre à respirer, il doit partager la chambre de quelqu'un qui a acquis cette respiration pendant le sommeil. Donc, à ce moment-là, je vais faire mon choix en conséquence. Donc voilà. Donc, voilà, c'est ça en tout cas. Ça m'a appris à plus me fier à... Alors, pas que mon jugement, mais en fait à des informations factuelles, plutôt qu'à faire les choses parce qu'on les fait comme ça. Merci beaucoup, Élodie, c'était super riche, c'était... Vraiment culturellement, justement, on apprend des choses sur le bagage britannique, et puis il y a la différence aussi avec le bagage culturel français. Donc c'était vraiment super intéressant de t'entendre. Merci à toi d'être venue sur Casse & Pause. Comment est-ce que tu vas là, toi? Écoute, ça va, ça m'a replongée dans cette petite nostalgie. Mais comme je te dis, c'est vrai que c'était il y a longtemps, et en même temps, ça me paraît encore être hier. En tout cas, voilà, c'est aussi... moi, j'ai vécu pleinement mes maternités, ma vie de maman. Et du coup, c'est vraiment une expérience, moi, qui m'a transformée profondément. Parce que voilà, c'était aussi ma volonté de l'embrasser complètement. Et voilà, je suis contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Et puis voilà, j'espère que voilà, mes propos ne seront pas mal interprétés non plus. Et que... moi, l'idée, c'est que voilà, chacun fait aussi comme il veut. Et c'est ça que j'ai appris principalement. Et qu'il ne faut pas se mettre des carcans là où il n'y en a pas. Merci à toi, c'était le mot de la fin. Voilà. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Ram Panjo,
un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.